Christophe, j'ai interviewé beaucoup de champions et parce que l'un de mes fils, bien évidemment, joue à ce sport aussi, j'ai essayé de comprendre les ressorts psychologiques dans le tennis et cette histoire de fameux mental. Alors, il se trouve que l'alignement des planètes a fait que j'ai pu interviewer des grands champions comme Rafael Nadal ou d'autres. J'ai interviewé aussi l'ancien DTN de la fédération. Je vois un peu comment les coachs travaillent. Et pour moi, à titre personnel, la notion de mental ne veut rien dire. Je trouve qu'on a tendance en France un peu, est-ce que c'est notre histoire d'avoir décapité les rois, de séparer le mental du reste du corps et d'ignorer en fait assez largement les soft skills ou ce qui pourrait amener. Je rappelle que ma grande découverte sur Rafa, c'est qu'il ne regarde pas la balle, il l'écoute. Et parce que je pense que lorsqu'on rentre sur un terrain de tennis, c'est un peu lorsqu'on sortait d'une grotte avant, on a des skills en nous, on a la spatialité, on a le côté un peu existentialité, où on remet un peu sa vie et sa mort sur un terrain, il y a la notion de rituel, il y a la notion d'écoute, etc. Et donc pour vous, qui avez été un champion de tennis et maintenant donc vous êtes psychiatre, ça veut dire quoi pour vous la notion de mental? Elle est très liée à l'état d'esprit et au plaisir d'être là. Et ça, ça paraît facile, hein, bon, surtout qu'en ce moment, on parle beaucoup de l'importance du moment présent, d'être bien dans le moment présent. C'est facile à dire, mais pas facile à faire. D'autant plus quand on se retrouve sur un cours de tennis alors là, il y a Roland Garros, les champions, il y a des spectateurs, il y a beaucoup d'attentes et arriver quand même à être là. Moi, je me souviens, pour parler pour les plus anciens de Guy Drut, quand il était aux Jeux En Olympiques 76 à Montréal. absolument, c'était notre seule chance. À l'époque, on avait moins Bah, c'est bien d'athlètes. sûr. C'était notre seule chance d'avoir une médaille d'or. Il était favori avec un Américain. Et un Cubain. Ouais, je sais plus, Oui. ouais, c'était un Cubain. Et en fait, ce qu'il a dit, c'est que quand il est arrivé comme ça, le jour de sa finale, il a réussi à se dire qu'il était heureux d'être là. Il était heureux d'être là, d'avoir cette possibilité de faire cette course olympique. Alors que, bon, déjà, c'est l'état d'esprit. Toutes les pensées que l'on a en rentrant sur le court ou dans un stade vont conditionner la performance. Donc c'est très important d'être sans arrêt à l'écoute de son corps et de ses pensées aussi, enfin, parce qu'il faut vite corriger tout ça et pas se laisser envahir par des mauvaises pensées. Si Guy Drut s'était dit ah là, il faut que je gagne, le fameux il Il faut, faut Faucon Yaka. le fameux il faut que je gagne parce que toute la France me regarde et je suis la seule chance de médaille d'or, il aurait couru en étant tendu, il n'aurait pas pu faire la course qu'il a faite. Lui, ce qu'il a réussi, alors peut-être spontanément à l'époque, parce qu'il y a des personnes qui arrivent à se mettre spontanément dans ces états-là. Au tennis, il y avait Sampras, Sampras qui, la première année où il gagne l'US Open en 90, il a 19 ans. Bah, même il bat McEnroe en demi-finale et McEnroe il dit he's cool like a cucumber. Enfin, il était incroyable alors que c'était son premier. Enfin, il arrivait et en finale il bat 3-7 Agassi en jouant comme à l'entraînement, relâché. Donc il y a des personnes qui l'ont un peu spontanément. Alors bon, c'est lié aussi à l'entourage, l'éducation, plein de choses. Et d'autres qui, enfin moi personnellement, j'ai ressenti la pression quand j'avais 12 ans. Parce qu'à 11 ans, j'avais gagné plein de tournois et je m'étais mis la pression tout seul en disant, bah, comme tu les as gagnés l'année dernière, bah, il faut que tu les regagnes cette année. Donc forcément, c'était moins bien. Donc on n'est pas égaux. Et bon, mais il y a du travail à faire parce que, pour revenir sur Sampras, il a expliqué dans son livre qu'en fin de carrière, il a pu être stressé, il était sur le point de battre le record d'être 6 fois de suite numéro 1 en fin d'année, et Chang était pas loin, et une nuit, il a réveillé son coach, Anacon, parce qu'il n'arrivait pas à dormir, parce qu'il savait que le match était très important le lendemain pour gagner des points et finir premier. Il n'arrivait pas à dormir. Et Anacon disant, il l'a juste écouté, il a juste écouté, c'était important, il a pu dormir, et il a pu... Donc on voit bien que suivant à la fois, bah, c'était le même Sampras, mais à des moments différents. Et donc, on est sans arrêt obligé d'être à l'écoute de son corps, de ses pensées. Et ça demande un travail pour arriver à chaque fois se remettre. Et c'est ce qu'arrive à très bien faire Nadal. Nadal, il s'autorise, et il n'est pas en train de se dire, premier tour de Roland Garros,
ça va être tranquille, je vais arriver en quart les doigts dans le nez, et puis après on verra, sûrement je vais gagner à la fin. Il ne se dit pas ça du tout, il respecte justement l'adversaire qu'il a au premier tour, et il se donne le droit de perdre aussi. Je crois que c'est très important, se donner le droit de perdre. L'important, c'est d'être centré sur ce qu'on a à faire, mais aussi se donner le droit de perdre, parce que une fois de plus, il y a des choses qui dépendent de nous et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, comme le disaient si bien les philosophes stoïciens. Mais par exemple, à Rafa, il y a un truc qui fait de très très bien et qu'on voit très très peu sur le terrain. D'ailleurs, il y a même des gens qui se moquent. C'est que lui, il ritualise sa vie tennistique pour être justement tout le temps dans le ici et le maintenant. Et comment se fait-il que ces rituels ne soient pas plus utilisés dans ce sport, comme dans beaucoup de sports d'ailleurs? Les All Blacks le font, Rafa le fait, certains Brésiliens le font en se remettant à Dieu, en se signant. Mais cette ritualisation de rentrer, de balayer son terrain de chasse, de mettre ses bouteilles, etc., et de faire tout son rituel avec son bandeau, ça le met toujours dans le présent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, et il faut que chaque personne trouve son rituel. Bien sûr. Hein, parce que oui, bien sûr. Faut pas rituel, copier. Non, on ne peut pas copier. Qui n'a rien à voir avec une superstition d'ailleurs. Non, non, hein. il faut que ça fasse sens. Exactement. Il faut que ça fasse sens. Et on parlait des Brésiliens. Bon, il y a Chang quand il a gagné Roland Garros. Michael Chang, bon, il était aussi pas mal sur Dieu. Bon, Dieu, ça peut, pour certains qui croient en Dieu, ça permet de relativiser. Bien sûr, c'est l'intelligence existentielle, Oui, par excellence. On relativise, on se dit, bon bah voilà, c'est sûr que si on se dit, je vais jouer mon meilleur tennis et puis on verra bien ce qui se passe, de toute façon c'est Dieu qui va décider enfin, du meilleur aujourd'hui, bon bah ça permet de relativiser aussi, enfin, d'accepter la défaite aussi, enfin, je crois que c'est ça aussi. Oui, d'accepter que l'autre, même s'il est classé moins fort, il a le droit de bien jouer, il a le droit... Et l'important de se réjouir d'être là, enfin, d'être là dans le moment présent, d'avoir un combat à faire, parce que le tennis pour moi c'est un art martial. Enfin, on se donne des coups à distance en fait. Hein. Donc il faut accepter de les prendre, et il y a des jours où on en prend plus que d'autres. Et on sait qu'on peut, si on arrive même si on est un peu dans les cordes, on peut arriver à revenir si justement on a beaucoup de temps au tennis pour réfléchir entre chaque point, si on arrive à s'inculquer, s'envoyer des bonnes pensées, être sur son corps, aussi se détendre, parce qu'il y a tout un travail aussi, parce que ce travail-là sur le corps et l'esprit, bon, Djokovic en a beaucoup parlé aussi, hein, mais Nadal le fait aussi, hein, il parle de yoga, de méditation, ouais, de dîner dans le noir comme ouais, un aveugle, ouais, toutes ces choses-là. Il parle Oui, d'auto-hypnose. Il se met dans une auto-hypnose, Nadal, et bon, Djokovic, grâce à sa femme, s'est mise à travailler le yoga, la méditation, et il prend du temps, parce que c'est ça aussi, l'important, c'est que ça ne tombe pas du ciel, là, pour le coup, il faut le travailler. Enfin, il faut le travailler. Djokovic, il le travaille tous les jours. Bien sûr. Tous les jours. C'est un muscle. Oui. Le cerveau, c'est un muscle. Ça doit devenir un rituel agréable, en fait. Parce que, et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, ce que j'aime bien dans la démarche de Djokovic, ce que je ressens, c'est que il y a un côté philosophique aussi, c'est qu'il dit bien que ça va l'aider à être une meilleure personne. Exactement. Et donc, de jouir plus de la vie. Alors, ok, ça va l'aider aussi pour être un meilleur tennisman, ça l'a aidé pour être... Mais il ne faut pas se tromper. Si on fait une chose en disant, voilà, je fais ça parce que je veux gagner plus de matchs, ça risque d'être un peu vicié. Si par contre on le fait pour être mieux et jouir plus de la vie, de l'instant présent, des oiseaux, du beau temps, et de se rendre compte qu'on a de la chance finalement, notamment quand on est français, hein, d'être en France, ouais, on a une chance incroyable. Donc déjà, il faut être dans la gratitude et de se dire on a cette chance-là, on n'est pas blessé. Hein, si on peut jouer un match de tennis, c'est qu'on n'est pas blessé, parce qu'il y a plein de moments où on est blessé et c'est pas drôle. On n'est pas malade non plus, on n'a pas une maladie grave. Donc c'est important, c'est s'auto-conditionner d'une manière positive. Et c'est vrai que les Américains y arrivent un petit peu plus que nous. Enfin, merci beaucoup, Christophe. avec plaisir.